Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler, c'est pas surprenant, je suis militaire, mais je vais vous parler de technologie et d'usage. Je ne dis pas surtout d'usage, mais aussi et beaucoup d'usage. Alors, qu'est-ce qui me rend légitime finalement à parler de ce sujet? Eh bien, c'est qu'en fait, j'ai 33 ans de carrière, je suis je suis d'abord un praticien, mais également quelqu'un qui a réfléchi sur les questions de sécurité et de défense, un praticien militaire, de la guerre, des opérations de guerre, sur plusieurs théâtres d'opérations, dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak, donc le Moyen-Orient, et puis récemment en Afrique. Et puis parce que je suis aussi un praticien de la montagne, comme chasseur alpin, donc j'ai eu la chance, l'honneur de commander la 27e brigade d'infanterie de montagne, qui est basée ici à Grenoble. Or, il y a une analogie extrêmement forte entre le monde de la montagne et les opérations de guerre. En fait, c'est l'hostilité du milieu ou les risques, les menaces liées au milieu, que ce soit le milieu de la montagne, très exposé, abrasif, ou bien sûr le milieu de la guerre. Or, dans le métier qui est le nôtre, dans la mission que nous avons à votre profit de défense, donc de conduire des opérations, bien sûr, il nous faut de la technologie, absolument indispensable, des capacités, des équipements, des matériels, mais il y a aussi des hommes, et nous évoluons dans un environnement, notamment pour moi qui suis de l'armée de terre, dans des forces terrestres, au sein d'autres sociétés. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené très vite, parce que je ne suis pas ingénieur, je suis plutôt issu des sciences humaines, mais à me poser la question de quelle utilité et comment obtenir une performance maximale pour protéger mes propres soldats, pour pouvoir remplir ma mission, que ce soit en montagne ou en opération de guerre. Et ce qui m'a interpellé, c'était qu'en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de décalage entre la modernité de certaines technologies et en fait un déficit de réflexion sur les usages. Alors pour les entreprises, c'est un sujet évident, puisque si elles développent une technologie qui n'est pas ensuite acquise et sur le marché, eh bien ça ne sera pas rentable. Nous, le paradoxe, c'est que cette vérification de la rentabilité ou de l'efficacité d'une technologie rapportée à des usages ne se fait malheureusement que quand on intervient, et on ne choisit pas toujours d'intervenir. Donc ceci étant dit, ça a toujours donc été un enjeu extrêmement fort. Qui plus est quand on a 8000 soldats de montagne, puisque vous ne pouvez pas avoir des technologies qui soient sous-performantes, parce que derrière, il y a un enjeu de sécurité, de vie ou de mort. Donc nous, il faut absolument que d'emblée, quand on conçoit une technologie, ça n'a pas été toujours le cas, elle soit d'un usage évident, ergonomique, frugal en énergie, et parfaitement, que le soldat puisse l'utiliser sans y penser. S'il y a le moindre accroc, nous laisserons tomber cette technologie et nous irons autre chose. Quand je parle des technologies, je ne parle pas de l'armement, mais pour toutes les autres technologies. Alors en fait, je pense que cette question des usages des technologies pour les questions de défense, et en particulier pour les armées occidentales, est encore plus d'actualité que précédemment. Pourquoi? Parce que nous sommes, depuis la guerre d'Ukraine, dans un contexte où nous avons perdu, et même les Israéliens ont perdu l'initiative et nous ne dominons plus nos adversaires comme nous étions habitués de les dominer. Dans toutes les guerres depuis 20 ans qu'on conduit, nous choisissions le où, le quand et le comment. On taillait nos forces pour dominer l'adversaire et on les a dominés avec difficulté, dont Daesh, mais on les a toujours dominés. Là, on n'est plus dans la même situation, on peut être surpris par l'adversaire et vous avez, je reviendrai là-dessus, vous avez des adversaires qui sont incroyablement performants. Et ils ne sont pas performants parce qu'ils ont une R&D extraordinaire. Ils ne sont pas performants parce qu'ils ont énormément d'argent. Ils ne sont pas performants parce qu'ils ont des entreprises privées ou des développements militaires performants. Ils sont extrêmement performants parce qu'ils utilisent tout ce qui est disponible avec des usages disruptifs. Ce que nous, on a beaucoup plus de difficultés à faire. Ceci étant dit, je pense qu'il faut, en tout cas pour nous, côté défense, et c'est déjà commencé, mais qu'on fasse une véritable révolution cognitive, intégrale. Alors c'est peut-être un buzzword, mais il faut absolument qu'on décloisonne la réflexion sur les technologies et la réflexion sur les usages et qu'on investisse encore plus, en tout cas vu de notre côté, sur les usages disruptifs. Pour y arriver, il y a quand même quelques barrières à lever et quelques obstacles. La première, en fait,
c'est à mon avis moins vrai dans le monde de l'entreprise encore que dans les grands groupes. Je pense qu'ils ont les mêmes aveuglements que nous, les mêmes biais. La première chose, c'est qu'en fait, tout est à disposition. En fait, on voit tout. Il n'y a rien aujourd'hui qui n'échappe à un œil curieux. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas. Et on ne comprend pas. On n'a pas compris le Hamas. On n'a pas compris l'Iran. On n'a probablement pas compris les Ukrainiens. Alors certains les avaient mieux compris que nous. Parce qu'on a de nombreux biais. Alors les biais, moi je vais vous en donner quand même quelques-uns. C'est le biais positiviste. Voilà, nous on est supérieur à tous les autres. C'est la supériorité occidentale. On a de l'argent, on a un système de formation super, donc on est meilleur que les autres. On est meilleur que le Malien, on est meilleur que l'Irakien de Daesh, on est meilleur que le Hamas. C'est faux, archi faux, je reviendrai là-dessus. C'est le biais de l'ingénieur. En tout cas, chez nous, c'est été beaucoup comme ça. L'ingénieur a toujours raison. Et les sciences dures, sciences molles, vous voyez, c'est extrêmement caractéristique. C'est-à-dire on hiérarchise les valeurs. Or, vous savez très bien que la grande réussite des GAFAM américains, ce n'est pas les sciences dures. Parce que Internet avait été inventé par les militaires américains, par des scientifiques et ingénieurs. Et en fait, la grande réussite, c'est les sciences humaines. C'est-à-dire que c'était une réflexion politique, philosophique, appliquée à la société américaine qui vous a donné les réseaux sociaux. Et ça, quand on a ça en tête, on se dit, ouh là là, en fait, c'est une combinaison beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. Donc la première chose, c'est les préjugés. Les préjugés, c'est aussi le temps long. Plus je mets de l'argent, plus ça va être performant. Non, pas faux. Faux, archi faux. Demandez aux Iraniens, demandez au Hamas, demandez aux Ukrainiens. Oui, il en faut de l'argent, mais pas toujours. C'est pas toujours la solution clé. En fait, la solution clé, elle va être là-dedans. Dans la tête et dans la curiosité et dans la capacité à ouvrir les chakras et à saisir des opportunités, à les combiner surtout de manière pluridisciplinaire. Le deuxième biais, c'est l'ennemi est un autre nous-mêmes. Ça rejoint un peu ce que je veux dire. Alors là, c'est la pire des considérations. Et même pour les Israéliens vis-à-vis du Hamas, pour avoir échangé avec eux, ils ne considéraient pas déjà qu'ils étaient inférieurs à eux, etc. Mais c'est surtout pas un autre nous-mêmes. La culture, la civilisation, les conditions de vie, le mental. Personne n'avait vu également monter, par exemple, le péril russe d'une telle manière alors qu'il y a une obsession anti-occidentale, par exemple. Et ça, il faut vraiment jamais avoir un complexe de supériorité. Et l'idéal, c'est de se mettre dans leur tête et de voir ce qu'ils ont pensé d'intelligent. Parce qu'en fait, ces gens-là n'ont que leur intelligence. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les technos souveraines, mais ils ont l'intelligence, et notamment l'intelligence des usages disruptifs, qui vont être le seul moyen pour eux de contourner notre puissance matérielle, financière. Et le dernier point, c'est en fait, alors ça c'est une phrase des Russes après leur premier déboire en Ukraine, le troupeau de vaches ne peut rien contre la meute de loups. C'était des autocritiques russes, des militaires russes, le troupeau de vaches c'était eux, et la meute de loups c'était les Ukrainiens. En fait, aujourd'hui, le très gros, le très lent est mort. Sur un champ de bataille, c'est terminé. Il y a une telle transparence permise, non pas par des systèmes militaires, par des systèmes civils, qu'il ne peut pas survivre et ne peut pas combattre durablement. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain. C'est un peu ce que je vous ai déjà dit. Donc, il y a nous et nos biais, nous et nos freins, avec l'impérieuse nécessité de tout décloisonner. Je vous donnerai les solutions à la fin, puisqu'on les vit déjà ici. Et puis le fait que moi je puisse m'exprimer, ça montre qu'il y a une ouverture et une porosité nécessaire. Eh bien, vous regardez les derniers conflits. Ukraine, au moins la première phase, mais encore aujourd'hui. Vous regardez le conflit du Haut-Karabakh, vous regardez le conflit du Moyen-Orient, et y compris Daesh. Au moment de Daesh, vous aviez une situation où en fait, vous aviez d'un côté les monopoles militaires, donc des raisonnements technologiques et d'usage distincts de la société civile, alors que vous aviez Daesh qui n'a pu contrebattre notre puissance, même s'il s'est fait écraser, qu'en utilisant toutes les ressources de la société civile à sa disposition et en transformant les usages civils en des usages militaires. Ils ont inventé les drones armés à profusion, notamment le cyber, les attaques informationnelles. En Ukraine et aujourd'hui à Gaza, mais on l'avait déjà vu avec le Hezbollah en 2006, en fait, on a une extension de tous les domaines de lutte. Le domaine de lutte n'est plus simplement cinétique, c'est-à-dire en surface, que ce soit en mer ou sur terre, avec des obus de chars. Bien sûr, ça existe toujours et le rapport de force physique est absolument critique.
mais en fait tout ce qui concerne les connectivités, l'aérien, la guerre informationnelle, l'Internet, New Space, tout ça, la data, l'IA, en fait, sont devenus des domaines de lutte aussi importants que la deuxième dimension et que la lutte physico-physique. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus gagner physiquement, bien sûr, il faut des munitions, etc., mais il faut de la précision et il vous faut capter toutes les données disponibles dans le monde civil qui sont aujourd'hui supérieures à ce qu'une armée, même occidentale et même américaine, peut fournir en instant T. Et c'est cette exploitation qui va vous permettre d'aller plus vite, parce que là, c'est une course de vitesse, que l'adversaire. Et ça, c'est un changement complet. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on assiste en fait à un décloisonnement complet du champ de bataille, mais beaucoup plus important que dans d'autres conflits. Et que ce décloisonnement, sont nos adversaires qui l'utilisent, ou nos alliés qui n'ont pas la même puissance initiale que nous. Et c'est pour eux, en le faisant, ils arrivent à contrebalancer notre puissance matérielle et notre approche monopolistique des technologies. SpaceX, personne n'avait prévu qu'Internet se maintiendrait à tout coup sur le champ de bataille. Des alliés d'un pays du Moyen-Orient m'avaient dit on ne fera plus la guerre sans Internet. Nous, on l'avait imaginé qu'Internet pourrait tomber. Internet ne tombera pas. La data, l'IA sont absolument indispensables, bien sûr au niveau stratégique, okay, mais au niveau tactique, sur le champ de bataille local. C'est ce qui va vous permettre de repérer grâce à Pixar, grâce à tous les satellites qui tournent, grâce à l'imagerie, grâce à la captation des émissions radio, des émissions téléphoniques, etc., de la data qui va vous permettre, en la concentrant, même si elle n'est pas d'origine militaire, surtout si elle n'est pas d'origine militaire, pour cibler votre adversaire, c'est-à-dire le détruire, le neutraliser plus vite qu'il ne va vous détruire. Voilà, et ça, c'est un changement radical. Ce qui nous oblige, dès le temps de paix, à être sur le même tempo, à observer ce que font les autres, ceux qui n'ont que leur intelligence et pas la ressource financière, mais qui vont capter tout ce qui se passe sur le marché, qui est disponible en techno, et qui vont en faire des usages disruptifs. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être en retard dans ce domaine. Or, nous sommes lourds, nous sommes sur des normes très sévères, nous sommes sur un risque averse, en aversion au risque, mais ça c'est la société en général. Et voilà, donc je pense qu'il faut changer complètement la mentalité. Et je terminerai, c'est qu'un effort qui est fait au sein du ministère des Armées français, il y a une conscience. On a une pépite qui s'appelle la Délégation Générale de l'Armement, mais qui a été construite pour des très gros programmes. Et ces très gros programmes sont absolument incontournables. De la dissuasion nucléaire, aux chars de combat, à l'avion Rafale, au porte-avions. Mais ce temps-là n'est que l'un des temps de la guerre. Il y a aussi un temps beaucoup plus court, comme nous l'ont montré tous nos adversaires qui l'ont utilisé. Et c'est notamment le temps du numérique, où il y a une accélération considérable. C'est le temps du New Space, c'est le temps de la data, c'est le temps de l'IA, c'est le temps de l'information qui vous provient aujourd'hui à 80% de capteurs civils. Les capteurs militaires sont extrêmement performants, les communications, mais elles ne sont pas omniscientes. Elles ne nous permettent pas d'occuper l'ensemble du champ de bataille. Et nos adversaires, vous avez remarqué, eux l'occupent entièrement parce qu'ils ont compris que tout est à disposition et qu'ils ont des process extrêmement souples pour saisir les opportunités qui sont offertes par l'écosystème civil. Voilà, je termine donc le ministère des Armées a conscience de ça. Il a créé une agence d'innovation défense qui travaille notamment avec le CEATEC, avec de nombreuses entreprises de la région. Ouais, il y en a une qui s'appelle Samaya et avec laquelle on a développé avec le CEATEC et la DGA des nouvelles technologies pour des abris sous tente avec un camouflage, la capacité d'être dissimulés, mais qui serviront autant ultra légers, qui serviront autant pour le secteur civil que pour le secteur de la défense. Donc voilà, il y a une dynamique et l'armée de terre, à laquelle j'appartenais plus aujourd'hui, mais a créé un commandement du combat futur, en fait, qui va réunir dans une même entité les développements technologiques, l'expérimentation de terrain immédiate, la réflexion doctrinale, c'est-à-dire la réflexion sur les usages futurs, les expérimentations, et ensuite qui pourra industrialiser en temps très court, c'est-à-dire de 6 mois à 1 an, pour diffuser dans les forces des matériels qui peut-être ne dureront pas 20 ou 30 ans, mais en tout cas auront une utilité et une performance, notamment dans le domaine des connectivités et du numérique, sur au moins 3, 4, 5 ans. Voilà, et tout ça, cette réflexion, elle est aussi née de mon passage ici à Grenoble, où à l'époque, on a monté un partenariat
très innovant. À Grenoble, tout est possible. Entre les institutions publiques, privées, entre le secteur économique, le secteur de la recherche. C'est avec le CEATech, l'Université de Grenoble-Alpes, avec les industriels, voilà, notamment du domaine de la montagne. Et puis nous, la 27e brigade de montagne, qui avions cette appétence pour développer très vite, et beaucoup de geeks, beaucoup de gens qui essayent d'innover pour la montagne et pour les opérations. Et voilà, et nous, on était 8000, et j'avais dit à tout le monde, bah, regardez, moi, ce que je peux vous apporter, c'est de l'expérimentation temps réel de masse. Voilà, et moi, je pense que l'avenir, en tout cas pour les armées, c'est la smart tech de masse. Voilà, c'est pas le... Bien sûr, il y a du très haut niveau sur certains segments, c'est indispensable, mais en tout cas, pour conduire des opérations de grande ampleur, il faut absolument de la smart tech de masse avec des usages disruptifs. Merci beaucoup de votre attention.